Notre deuxième invité qui réagira à ce reportage qui illustre la violence que peuvent provoquer parfois certaines paroles politiques. Une députée socialiste en a fait les frais en Loire-Atlantique. C'était l'automne dernier. En attendant l'arrivée des migrants, toute une ville se déchirait à Saint-Brévin. C'est alors que Monique Rabin, députée socialiste, entre dans le débat, rappelant ses valeurs dans une lettre ouverte. Bienvenue chez nous, tu y seras chez toi. Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens. Je ne sais pas ce que tu fuis. Les réactions ne tardent pas, des messages de soutien, mais également très vite, des critiques, des injures qui s'accumulent par centaines pendant plusieurs semaines. Un seul adjectif, le plus répandu, c'est la socialope, parce que je suis à la fois socialiste, je suis aussi une salope. Et ça, mais il y a eu des mots beaucoup plus durs encore. Au-delà des insultes, il y a les menaces à peine voilées et parfois même extrêmement précises. Et quelqu'un m'a envoyé sur Facebook, on se rappellera, tes parents qui sont à Laval, et mes parents ont 90 ans, et ça m'a beaucoup choquée parce qu'ils m'ont dit, oui, sur le quai à Laval, et donc voilà le sentiment de même pas pouvoir les protéger. Une violence que Monique Rabin n'est pas la seule à subir dernièrement. À Nantes, depuis plusieurs années, des permanences sont régulièrement visées par des dégradations. Pour ce chercheur en sciences politiques, ces attaques révèlent un climat général de crise sociale, économique, démocratique. Quand on est, comme aujourd'hui, dans une crise qui est en même temps politique, où on a le sentiment que l'élection régule moins, eh bien, vous avez des individus qui considèrent qu'envoyer une expression par un bulletin de vote, c'est pas suffisant. Et donc finalement, ils vont envoyer une expression très directe, souvent à des élus qui sont les cibles, en étant dans un vocabulaire très ordurier, très agressif. Pour Monique Rabin, le harcèlement a finalement renforcé le courage, celui d'affirmer haut et fort des valeurs de partage et d'humanisme. Et on accueille notre deuxième invité, Pascal Gana, le leader du Front National à la région. Avec lui, nous allons passer au crible les propositions de Marine Le Pen. Bonjour Pascal Gana. Bonjour madame. On vient de voir ce reportage avec Monique Rabin sur le site du Front National. Elle est prise pour cible. Vous dites qu'elle habite loin des migrants qu'elle défend, que ce sont les sans-dents qui payent et non pas elle, et qu'elle les défend pour qu'une fois intégrés, ils votent socialiste. Vous parlez d'ailleurs, quand je dis vous, c'est le Front National. Oui, parce que oui, c'est ça. Vous parlez de déferlement de migrants. Je parlais du site du Front National à Saint-Nazaire. Pourtant, les chiffres de la préfecture, eux, disent clairement le contraire. 1255 migrants accueillis après le démantèlement de la jungle de Calais en octobre dernier. Ils sont 722 encore présents, c'est la préfecture qui le dit. Je rappelle que la région des Pays de la Loire compte 3 658 000 habitants. Comment on peut parler de déferlement avec de tels chiffres, Pascal Gana ? Je pense que ce qu'il faut voir, c'est le coût. Maurice Allais, qui était prix Nobel d'économie, disait que l'arrivée d'un migrant, d'un immigré, coûtait environ, avec sa famille, 20 000 € par an à l'État. Et donc, une fois qu'il travaille, il verse des cotisations sociales et l'État récupère. C'est le travail, mais vous voyez bien que les derniers arrivés, ce sont des personnes qui sont en grande difficulté ou précarité dans leur pays. Mais qui restent peu de temps, finalement, c'est ce que disent ces chiffres. Mais où vont-ils alors ? Beaucoup sont partis en Grande-Bretagne, sont partis dans d'autres pays. Non, la Grande-Bretagne n'accueille personne. Je crois qu'ils sont restés en France. On les accueille dans des centres, on leur donne des allocations, l'équivalent des revenus sociaux minimaux, qui ne les rendent pas évidemment très aisés, mais voilà, ils reçoivent de quoi vivre ou survivre dans des conditions que ni vous ni moi n'accepterions, c'est évident. Mais nous avons la chance d'avoir eu une formation. Ils ont été placés dans des centres d'accueil après le démantèlement de la jungle de Calais. Mais c'est un coût que supportent les Français, et quand de jeunes Français, j'entendais M. Laffineur parler toujours des banlieues. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux zones rurales où il y a des jeunes Français que François Hollande a appelé un jour de souche, et qui, eux, ne trouvent pas de travail, qui ont un chômage qui est le double de celui de la population. Les migrants dont on parle, ils ne prennent pas le travail des Français, puisque ces gens-là ne travaillent pas, ils sont dans un accueil uniquement. Par le poids financier qu'ils représentent, je pense qu'ils obèrent les finances des entreprises par l'impôt, la fiscalité que ça génère. Voilà. Et puis enfin, il y a quand même une part de délinquance parmi eux, pas tous, parce que je sais par exemple qu'à Segré... Il n'y a pas un acte de violence à déplorer en Pays de la Loire. Non, sur les Pays de la Loire, vous avez raison, mais il y a d'autres régions où ça n'est pas le cas.
Et voilà, je sais qu'à Segré, par exemple, les jeunes érythréens, ou éthiopiens, je ne sais plus, qui sont accueillis dans l'ancien hôpital, pour l'instant, semble-t-il, ne posent pas de problème à la population. Et d'ailleurs, je m'en réjouis, moi, personnellement. Si vous voulez, la seule question que je me pose, je les vois de mois en mois être là, toujours ne pas parler français et être désœuvrés. Et bon, je ne sais pas si on peut leur donner un avenir dans notre pays. Je suppose que, c'est la position du Front National, nous pensons que ces personnes en réelle difficulté, il vaudrait mieux les aider chez eux ou à proximité de chez eux en ayant des grands centres. Mais chez eux, ce sont des pays en guerre. Si on parle de la Syrie, de l'Érythrée, on est dans des pays en guerre, donc les aider chez eux, c'est compliqué. Oui, bien sûr, mais il y a des millions de gens qui sont susceptibles de venir dans ces cas-là. Et est-ce que nous devons accueillir, comme avait dit Michel Rocard, toute la misère du monde? Il avait dit, il faudra en prendre notre part. Mais il avait rajouté à condition que ce soit, je crois, supportable. Et voilà, c'est toute la question, c'est tout le débat, c'est la question que nous posons. Alors d'ailleurs, on en accueille une petite partie par rapport à l'Allemagne qui a accueilli ces 2 dernières années plus d'1 million de migrants. Il y a une étude intéressante qui vient des Statis, qui vient d'être publiée et qui dit que l'accueil de ce million de migrants a eu un véritable effet de plan de relance de la consommation, plus 2%, que ça a boosté l'économie allemande, finalement. Écoutez, ce que j'aimerais savoir, ça a boosté la consommation, c'est évident, puisque ces gens-là, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont habillés, etc. Fort heureusement, soignés aussi, éduqués pour leurs enfants. Mais bon, encore que très peu viennent avec des familles, mais peu importe. Ce qu'il faudrait voir, c'est quel est le coût. Voilà, si vous voulez. C'est toujours la même histoire. Si vous voulez, il y a des statistiques, on peut leur faire dire une chose, leur contraire. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il eût été plus intelligent pour les pays européens de favoriser leur propre démographie que de faire venir la démographie débordante d'autres pays, qui du coup d'ailleurs, je pense, ratent en partie leur transition démographique, parce que vous savez, l'expérience historique, économique prouve que lorsqu'on a une forte démographie, on a une main-d'œuvre pas chère, et ça permet de développer l'économie. C'est ce que nous avons fait au 19e siècle. En tout cas, l'économie allemande, elle se porte bien. Oui, elle se porte bien. C'est-à-dire qu'avec la démographie qu'elle a, je pense que les Allemands, progressivement, sont en voie de disparition en tant que peuple, et je ne suis pas certain que cela sera favorable pour l'Allemagne dans les décennies qui viennent, puisque l'Allemagne est destinée à la fin de ce siècle à avoir 20 millions. Font de plus en plus d'enfants quand même. Oui, mais enfin très peu, beaucoup moins que les femmes françaises d'ailleurs. Et moi, je trouve cela aberrant de condamner les peuples d'Europe à disparaître, non pas qu'ils aient une qualité supérieure aux autres, mais si vous voulez, il est toujours extrêmement difficile de transporter des masses de population, ça crée des drames, et je pense qu'il vaut mieux les éviter. Enfin, on est encore loin de la disparition. Il y a un point commun entre Marine Le Pen et François Fillon, dont on parlait avec Marc Laffiner, au moins un point commun. Ils sont tous les deux mis en cause par la justice. Mis en examen pour François Fillon. Pour Marine Le Pen, ce sont 2 de ses proches qui sont mis en examen pour des emplois fictifs au Parlement européen. Et en fait, aujourd'hui, seul son refus de se rendre à la convocation des juges lui permet d'échapper, elle aussi, à une mise en examen. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Tout à fait. Parce que quand il y a 9 mois ou 1 an à peu près, je me souviens plus du chiffre, elle a demandé à être entendue par le juge. Celui-ci lui a refusé de l'entendre pour justement arriver au fond du dossier. Donc elle a raison de se cacher derrière son immunité parlementaire ? Oui, pour l'instant, puisque de toute façon son immunité n'est pas éternelle. Elle aura, après les élections, l'occasion de se rendre chez le juge ou chez l'officier de police judiciaire qui est chargé de l'interroger. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans la procédure, mais peu importe. Elle s'expliquera, mais dans un moment serein. Mais comment on peut dire « je veux être présidente de la République française » et ne pas répondre à une convocation d'un juge et ne pas respecter la justice ? Vous savez que tout le monde oublie que quand François Mitterrand a été élu en 81, il avait une vieille inculpation qui traînait depuis des années, qui n'avait jamais abouti d'ailleurs, mais qui n'avait jamais été close. Donc voilà, moi ce que je me dis, c'est que ça fait 5 ans. Oui, écoutez, quand je regarde les histoires de financement, par exemple des campagnes électorales de 2012, ça fait 5 ans maintenant. Il y a des juges qui régulièrement ressortent le dossier, mais ils ne concluent jamais. Comment se fait-il ? Et moi, je crois que ces histoires de justice sont instrumentalisées. Qu'il y ait pu avoir des erreurs à la marge. La procédure de redressement fiscal qui la concerne. Non, c'est pas une procédure de redressement fiscal. Le fisc avait accepté de reconnaître exact les valeurs déclarées d'une SCI dont son père lui a donné des parts. Enfin, c'est un peu compliqué. Et elle n'a absolument pas participé à l'élaboration de cette évaluation. Et c'est, je crois, un organisme qui est chargé de contrôler l'état de fortune ou de biens des parlementaires qui a trouvé qu'il y avait une anomalie, qui est peut-être exacte d'ailleurs. Mais en tout cas, Marine Le Pen a hérité en quelque sorte d'une situation antérieure dont elle n'est pas responsable. Elle s'en est expliquée. Et le problème, si vous voulez, c'est que dans cette histoire,
On dit qu'elle a sous-estimé aussi son patrimoine. Oui, de ce fait-là, effectivement, on peut le considérer. Sauf qu'elle n'y est pour rien. Elle a hérité de quelque chose qui avait été sous-estimé. Alors peut-être qu'elle aurait dû se méfier de son père, se demander si ça avait cette vraie valeur, etc. C'est possible. Moi, je ne connais pas le dossier jusqu'à ce point-là. Je vous donne les éléments factuels de la chose. Et je vais vous dire une chose, Emmanuel Macron, lui aussi, sur son histoire de Las Vegas, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'a pas fait du trafic d'influence avec M. Drahi. Parce que quand même, la manière dont M. Drahi a bénéficié à différents moments dans ses affaires d'appui de l'État, de financement, etc., pour faire de lui un homme extrêmement puissant et riche, et particulièrement dans les médias, et particulièrement un média qui est quand même très peu cruel avec lui, à savoir BFM TV. Voilà, bon, si vous voulez, le problème, c'est que on a l'impression dans ce moment de la vie politique française qu'on instrumentalise certains magistrats, parce que je pense que beaucoup de magistrats n'accepteraient pas de jouer ce rôle, que certains, visiblement... Mais qui instrumentalise ? Je vais vous dire, ce sont les deux personnes qui passent leur temps à ne plus gouverner réellement la France, mais à dire qu'elles luttent contre le FN. C'est M. Cazeneuve et M. Hollande. La justice est pourtant indépendante. Alors vous ça, le savez, M. M. de Montgolfier dit le contraire, et c'est un soutien, je crois, de M. Mélenchon. C'est un juge quand même célèbre, qui n'est pas un juge de droite. Et donc, voilà, bon, je ne suis pas du tout certain que certains juges, pour des raisons de proximité idéologique, ce qui est assez compréhensible dans une société démocratique, qu'il y ait des juges de gauche, on le sait, qu'il y ait des syndicats de la magistrature, on le sait également. Ça n'empêche pas de faire son métier, quel que soit son son mais je pense politique, que certains le font. D'ailleurs, je ne pense pas que tous les membres du syndicat de la magistrature soient ultra politisés, mais certains le sont. On voit certaines déclarations. Le mur des cons, souvenez-vous, ces victimes épinglées comme des coléoptères sur un mur, alors que c'était eux les victimes. Vous avez vous-même été assistant parlementaire au Parlement européen. C'était Bernard Antony, le député européen. C'était en 1984. Oui, c'est très ancien. Oui. Vous avez occupé un emploi fictif, non, Pascal Viana, parce que moi j'étais son assistant parlementaire, ce qu'on appelle territorial. Vous savez, il y a deux types d'assistants parlementaires. Donc vous habitiez à Bruxelles ? Non, j'habitais pas à Bruxelles. L'assistant parlementaire territorial, il a pour fonction d'accompagner le parlementaire dans la zone électorale, la circonscription électorale. Les règles ont changé depuis, mais dans lesquelles il est élu. Et moi, j'étais donc dans le sud-ouest, à Castres, très exactement, lieu de résidence de Bernard Antony, où j'ai vécu pendant 3-4 ans, avant de cesser cette fonction, d'ailleurs, lorsque j'ai rejoint l'état-major présidentiel de Jean-Marie Le Pen en 88, je crois. Voilà. On va revenir à aujourd'hui. Après le vote du Brexit en Grande-Bretagne et l'élection de Donald Trump, les sondages donnaient le leader de l'extrême droite hollandais vainqueur. Mais Geert Wilders a échoué aux législatives. Le Premier ministre libéral l'emporte et largement. Pour lui, d'ailleurs, c'est un coup d'arrêt de la poussée populiste en Europe. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, vous savez... Je cite, il dit, il a comparé l'élection hollandaise au quart de finale. L'élection française, ça sera la demi-finale, dit-il, et l'élection allemande, la finale contre le populisme. Oui, bon, vous savez, l'histoire n'est pas inscrite dans des mécanismes de ce genre. Il faut quand même voir que Geert Wilders a progressé de 4 sièges, donc il a progressé. Il espérait être le premier parti. Il a baissé par rapport aux dernières élections législatives. Ah, pas en nombre de sièges. Pas en nombre de sièges, mais en nombre de voix. Ah oui, mais tout le monde à ce moment-là. Si lui, en ayant plus de sièges, a baissé en voix, tout le monde a baissé en voix. Je sais que le grand vainqueur, je crois que c'est le Parti des Verts. Il y a un des partis traditionnels, je crois que c'est le Parti chrétien-démocrate ou socialiste, je ne sais plus, qui s'est effondré. Le Parti socialiste, effectivement. Et donc, ça va être Vous ne dites pas que c'est de mauvais augure pour Marine Le Pen? Non, et que moi j'ai une autre analyse. Je veux dire pourquoi. J'ai toujours pensé que Geert Wilders avait un programme trop centré spécifiquement sur la question de l'immigration et de l'islam. Oui, voilà. Il tient des propos. Islamophobe pour vous. Oui, pour moi, oui. Moi, je pense qu'il tient des propos et il a une attitude sur ces sujets-là qui est un peu, pour moi, obsessionnelle. Ça n'est pas le cas de Marine Le Pen. Je pense que ça n'est pas le cas du Front National, en tout cas dans les Pays de la Loire. Et je crois que, du coup, il envisageait moins les questions économiques, sociales, etc., ce que nous faisons, nous. Et je pense que de ce fait-là, Marine Le Pen n'est pas ressentie comme quelqu'un d'aussi clivant sur ces sujets que M. Geert Wilders. En tout cas, l'enseignement de ces élections, c'est que la proportionnelle que vous réclamez, alors c'est la proportionnelle intégrale aux Pays-Bas, a isolé complètement l'extrême droite néerlandaise, puisque les autres formations politiques ont refusé de faire alliance avec elle. Finalement, la proportionnelle, c'est peut-être pas une bonne affaire ? Non, mais ça a au moins un avantage, c'est que ça vous donne en nombre de sièges ce que vous avez obtenu en nombre de voix. Ensuite, que vous n'ayez pas d'alliance ou d'alliés, c'est un autre problème. Nous demandons la proportionnelle, déjà pour qu'on nous reconnaisse le nombre de députés auxquels nos électeurs ont droit.
Au risque de ne pas pouvoir faire d'alliance et de oui, trouver mais isolé. bon, ça posera aussi un problème pour les autres partis politiques, parce que vous savez, la droite classique, si M. Fillon n'est pas candidat au second tour des présidentielles, va devoir se poser de sérieuses questions aux législatives. Au premier tour, en tout cas, Marine Le Pen reste en tête dans tous les sondages. Mais ce n'est pas le cas dans notre région des Pays de la Loire, où elle continue à être en 3e position. L'Ouest continue de résister à Marine Le Pen, Pascal Gana? Oui, ces chiffres datent de, je ne sais pas, c'est peut-être un peu ancien. Oui, ça date de quelques semaines. Il y a de nouveaux chiffres lundi, apparaître lundi. C'est ça. Alors là, j'ai vu qu'aujourd'hui, elle avait déjà éclaté. Un point de plus, elle est à 28. Bon, écoutez, les sondages, moi je pense que les sondages indiquent toujours des tendances, il faut pas les rejeter. Ils ont leur part d'imprécision, c'est normal, c'est statistique, c'est bon. Le Front National dans les Pays de la Loire revient de très loin, puisqu'il n'était plus là il y a encore 2 ans, de façon très forte. Et il continue de susciter des manifestations. Ça a été le cas le 25 février dernier, oui, tout à fait. La veille du meeting de Marine Le Pen au Zénith. Et selon une étude de Sofres, aujourd'hui encore, 58% des Français estiment que le Front National est un danger pour la démocratie. Comment on peut expliquer qu'elle soit en tête des sondages et qu'elle continue à faire peur et à susciter des manifestations? C'est le paradoxe français. Je pense que les Français sont très conservateurs, non pas forcément dans leurs idées, mais je veux dire dans leur comportement politique. Il est de fait qu'on ne cesse de leur dire que le Front National est un parti dangereux, et un certain nombre d'entre eux répètent ce slogan, et en même temps après, quand dans leur vie personnelle ils éprouvent les difficultés qui correspondent à ce que dénonce le Front, et ils votent pour lui. Bon, c'est comme ça. Ça veut dire que la dédiabolisation du parti du Front National... Elle n'est pas achevée. N'est pas achevée, c'est votre sentiment? C'est mon sentiment. De toute façon, si vous voulez... c'est un travail de très longue haleine. Qu'est-ce qu'il faut alors pour... Je pense qu'il y a une chose qui est très simple. Je pense que je pense que Marine Le Pen a la possibilité d'être élue au second tour, mais si ça n'était pas le cas, avec un groupe parlementaire beaucoup plus important, nous pourrons faire la preuve que nous sommes une force de proposition. Nous n'avions que 2 malheureux parlementaires, qui n'en pouvaient plus de travail. Marion Maréchal Le Pen m'a expliqué à quel point c'est difficile à 2 d'arriver à tenir, à être un groupe, alors que les autres sont plusieurs centaines ou plusieurs dizaines. Donc le fait d'avoir 50, 60, je ne sais pas combien il y aura de députés, eh bien ça permettra de présenter aux Français le visage d'un parti comme les autres, qui fait des propositions de loi, qui est en permanence en élaboration législative. Les politologues disent aujourd'hui que le Front National est seul, n'a pas d'alliés, et que sans alliés, on ne peut pas gagner une élection présidentielle. Les institutions de la Ve République le démontrent, et que ce plafond de verre, il existe toujours. C'est aussi votre sentiment ? Je ne pense pas, parce que le général de Gaulle a gagné sans alliés, et que l'histoire... Avec un parti qui était plus structuré et plus fort que le Front National. Pas au moment où il est arrivé au pouvoir, et après il l'a structuré. Moi, je pense que tout ça, rien n'est écrit, rien n'est exactement de même. Regardez la campagne électorale que nous vivons, elle est quand même extrêmement surprenante depuis plusieurs semaines. Chaque semaine apporte son lot de rebondissements. Et moi, je crois que lorsque les grands débats vont avoir lieu à partir de lundi, je sais que l'équipe de François Fillon compte énormément là-dessus pour que leur candidat puisse... Premier débat lundi 20 mars, c'est ça. Et moi, je pense que Marine va démontrer qu'elle est très différente des autres. Alors évidemment, être très différent des autres, vous savez, c'est parfois un avantage et un inconvénient. Parce que l'originalité profonde, intrinsèque, essentielle, parfois provoque une interrogation. Mais lorsque les gens comprennent que cette originalité profonde est quelque chose qui correspond aux besoins du pays, à la longue, l'idée s'impose qu'on peut voter pour cette personne. Il y a énormément de témoignages et d'études d'opinion qui démontrent que si François Fillon n'est pas présent au second tour, contrairement à ce que raconte, je n'ai rien contre lui, puisque ça m'est arrivé de voter pour lui au second tour, mon prédécesseur sur ce plateau, Marc Laffineur, républicain, eh bien, puisque j'habitais dans sa circonscription, je dois dire que les appareils politiques sont en décalage avec leur électorat. En ce qui concerne les Républicains, beaucoup de Républicains voteront pour Marine Le Pen si elle est face à M. Macron, Emmanuel Macron, au second tour. On va parler du programme de Marine Le Pen et de sa faisabilité aussi, Pascal Gana. Elle veut, on l'a dit, limiter l'immigration en réduisant notamment le regroupement familial. Le problème, c'est que limiter et dire non au regroupement familial, c'est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qu'on appelle le CEDH. Je sais. Donc comment on fait pour promettre quelque chose qui n'est pas possible? C'est ce qu'a fait Donald Trump. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qu'ont fait énormément de pays dans le monde qui vivent sans ce système européen.
Vous savez, vous avez papa autant qui nous dit qu'il faut détester, qui est aimé. Vous avez maman, commission de Bruxelles, qui nous dit comment nous devons gérer notre vie quotidienne. Et vous avez tante CEDH qui nous explique comment nous devons penser. Eh bien, nous pensons que sur des sujets fondamentaux, nous avons le droit de le faire seuls, puisque nous sommes une nation démocratique, que nous avons un Parlement, que nous avons un Conseil constitutionnel, que nous avons un Conseil d'État, des juges, etc. Nous voudrions renégocier avec l'Europe. Donc vous allez faire le forcing ? Nous ferons le forcing avec l'Europe, nous négocierons, nous n'allons pas agir de façon sauvage, etc. Nous n'allons pas faire une sécession brutale, ça ne sera pas la guerre de sécession qui a eu aux États-Unis au XIXe siècle. Nous demanderons simplement de faire réviser, et nous serons soutenus par beaucoup de pays en Europe. Mais on est bien d'accord que c'est impossible aujourd'hui. Elle propose quelque chose qui est impossible. Ça n'est pas impossible, ça n'est pas prévu aujourd'hui dans la loi. Mais dans une société démocratique, et l'Europe, je pense, est démocratique, on peut changer les lois. Voilà, donc, pour changer les lois, il faut avoir une majorité au Parlement européen. Il faut avoir une majorité où il faut négocier. Ça, ce sont des choses qui se négocient, ce sont des traités. Vous savez qu'au Parlement européen, il n'y a pas que le Parlement européen, il y a aussi les conseils des ministres, il y a le Conseil de l'Europe. Il faudra négocier. La France représente quand même dans ce continent une puissance extrêmement importante. Et si la France décide de demander à ce que les règles changent sur un certain nombre de points, que nous retrouvions notre souveraineté sur un certain nombre de sujets, eh bien voilà. Alors évidemment, l'harmonisation des prises électriques, d'un certain nombre de choses dans le domaine de l'industrie, on ne va pas revenir dessus. Ce serait absurde. D'abord, ça pénaliserait nos entreprises. Bon, c'est acquis, c'est un fait. Mais en même temps, il y a des sujets qui sont quand même libres d'interprétation. Autre proposition, limiter le nombre d'entrées à 10 000. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 200 000 entrées. D'ailleurs, votre mot... je dis à peu près parce que les chiffres, effectivement... C'est tout le problème. Il y a quelques chiffres différents, mais peu ou prou 200 000. Les réduire à 10 000, ça fait quand même beaucoup. Et ça reviendrait en tout cas à diviser par 2 le nombre de réfugiés, donc des demandeurs d'asile. Sont réfugiés les gens qui fuient un pays qui est en guerre. Et là encore, ça serait encourir à une sanction de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc une nouvelle fois, c'est aussi impossible. Non, parce que la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas d'accueillir des réfugiés. Je pense qu'il y aurait une façon déjà très simple, c'est d'aider ces personnes. Elle n'impose pas, mais elle dit qu'il faut accueillir des réfugiés et pas les mettre à la porte de son pays. Supprimons l'activité des passeurs, qui sont de véritables trafiquants d'esclaves. Et comment on fait ? Eh bien, on fait très, très simple. Chaque fois qu'un bateau quitte les côtes libyennes, immédiatement, on le remorque vers la côte libyenne. Si on fait ça pendant 3 mois, comme a fait l'Australie, avec tous les réfugiés économiques qui prétextaient des difficultés dans des pays en voie de développement, des guerres parfois civiles, etc., au bout de 6 mois, il n'y a plus de bateaux de migrants en direction de l'Australie. Donc il faut le faire de façon pacifique, il ne s'agit pas de les tirer à la canonnière sur ces gens-là. Et puis je pense après de les prendre en charge. Si vous voulez, le problème c'est que... Est-ce qu'on peut diviser par 2 le nombre de réfugiés ? Oui, bien sûr. Et on en fait quoi de ces gens-là ? Eh bien, on les laisse chez eux. Ils ne viennent pas chez nous. Ils viennent parce que c'est la guerre, monsieur. Oui, non, ils viennent parce qu'on les amène. Et parce qu'il y a certaines ONG... Et on les amène parce qu'ils vous savez payent pour fuir leur pays en guerre. Eh bien, justement, donc il y a des gens qui sont des trafiquants et je pense qu'ils sont des victimes. D'ailleurs, sur ceux qui payent, il y en a malheureusement un certain nombre d'entre eux qui n'arrivent jamais chez nous parce qu'ils sont noyés par milliers. C'est horrible. Des femmes, des enfants. Et je pense qu'on les sauverait, on sauverait leur vie. Et en même temps, on leur permettrait... Alors, évidemment, ça suppose que l'aide que nous apportons, nous donnons à peu près 9 milliards par an d'aide aux pays en voie de développement, nous ne vérifions jamais leur utilisation parce que nous faisons confiance à des gouvernements corrompus dans des systèmes politiques déliquescents. C'est peut-être ça notre erreur. Et d'ailleurs, l'Europe... Moi, j'ai travaillé dans le secteur humanitaire. Ce qui m'avait toujours frappé, c'est que les délégations européennes dans toutes les capitales africaines se moquaient éperdument de l'usage des fonds qu'elles donnaient. Et je trouve ça très choquant. Ça serait peut-être ça la clé. Vous savez, on a démoli la Libye, qui servait de barrière à ces migrations. Est-ce que le chaos libyen et les migrations qui en découlent ont fait le bonheur des Libyens et des Africains ? Je me pose la question. Kadhafi ne faisait peut-être pas le bonheur des Libyens non plus. Non, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous avez 300 ou 400 000 morts dans une guerre civile, vous vous dites peut-être, certes, le précédent n'était pas un personnage que j'aimais absolument, mais au moins peut-être que ma femme, mes enfants, mes voisins étaient en vie et que donc c'était peut-être quand même malgré tout un peu mieux que... Voilà. Vous savez, on a trop tendance, nous, à croire que ce que nous appelons démocratie est compris de la même manière chez les autres peuples. Parce que nous sommes de vieux peuples démocratiques. Le mot démocratie, nous le vivons, nous le parlons, si je puis dire, depuis 25 siècles, depuis la Grèce. Il y a des pays pour lesquels c'est quelque chose de très étrange.
Le 8 décembre dernier, Marine Le Pen disait qu'elle voulait mettre fin à l'éducation gratuite pour les enfants étrangers. Elle a fait marche arrière parce que c'était contraire à la Constitution. Oui, et je pense que si elle a fait marche arrière, je dois vous dire très honnêtement... Donc elle fait des promesses et elle les retire ensuite. Non, je pense que ça prouve qu'elle est capable de comprendre qu'il y a certaines choses qui méritent d'être corrigées, et c'est plutôt à son honneur. Moi, j'avais été très surpris de cela, je dois vous dire, parce que je voyais mal comment le faire. Je pense que les enfants qui sont là... Elle est mal conseillée ? Non, mais peut-être ça peut arriver, vous savez qu'on soit mal conseillé, ça peut arriver une fois sur un sujet qui n'est quand même pas essentiel. Et elle a changé d'opinion là-dessus. C'est vrai que des enfants qui sont là, je pense qu'il est difficile de ne pas leur donner. Soit on les fait rentrer avec leur famille. Et c'est un sujet important. Voilà. Soit on ne les fait pas rentrer à partir du moment où ils sont là. Je pense qu'on se doit de s'occuper d'eux. Ça, par contre, ça me paraît une chose normale. Nous ne sommes pas pour la cruauté, enfermer les gens dans des camps. Vous savez qu'il y a des pays comme la Tchécoslovaquie. Je suis allé en Tchécoslovaquie dernièrement. Les gens m'ont expliqué que tout réfugié qui arrive est mis dans un camp dont il ne peut pas sortir. Alors, c'est très luxueux, paraît-il, ces camps. C'est des petites maisons avec des douches, du chauffage, etc. On leur met la télévision, etc. Mais ils n'ont pas le droit de sortir. Alors, nous avons une autre politique. Je pense que dans le principe, elle est préférable. Nous n'en faisons pas des prisonniers. Mais je pense que nous en accueillons trop pour arriver à correspondre aux besoins qui sont ceux de la France, tout simplement. Dans le programme de Marine Le Pen, il y a aussi la sortie de l'euro. On le sait, ça va générer des fuites de capitaux, l'augmentation des taux d'intérêt pour la dette française. Et ça léserait nos entreprises. Et on en a beaucoup dans les pays de la Loire qui travaillent à l'export. Mais je pense que le fait de changer de monnaie n'empêchera pas d'exporter. La Suède, qui n'est pas dans l'euro, est un des pays les plus exportateurs d'Europe. Il y a une période de transition. Là, on le voit déjà avec le Brexit, ça n'est pas le drame. Quand on dit que ça va faire des fuites de capitaux, on n'en sait strictement rien. Ça, c'est ce que dit Monsieur de Gallo, l'actuel gouverneur de la Banque de France. C'est ce que disent les gens qui ont des capitaux. Ancien dirigeant de la BNP. Oui, mais le problème, c'est comme disait le général de Gaulle, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Ce ne sont pas les détenteurs de capitaux qui doivent déterminer ce qui est bon pour le peuple. C'est le peuple qui doit déterminer ce qui est bon pour lui. Et je pense que ça, c'est une chose qu'on doit garder, c'est le primat du politique sur l'économique. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser l'économie, mais vous savez, l'euro, dont on nous rebat les oreilles depuis quelques années, a perdu 25% de sa valeur par rapport au dollar. Comment ça s'est traduit ? Ça a été insensible. Ça s'est traduit par du chômage et de l'appauvrissement des classes moyennes. Alors c'est insensible parce que ça s'est fait lentement, mais le résultat est là. Et donc vous voyez que l'euro n'est pas non plus le remède miracle. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est pas à la fois le paracétamol, l'anticancéreux, l'anti-hypertension, etc. Voilà. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voudrais qu'on aborde une dernière chose, c'est la préférence nationale. C'est au cœur du programme de Marine Le Pen, notamment pour l'attribution des logements sociaux. Selon Marine Le Pen, ils seraient massivement attribués aux étrangers. Là encore, les chiffres prouvent le contraire. On va regarder ces répartitions dans les grandes villes françaises. 78% dans une ville comme Nantes de logements sociaux pour les Français, 83% au plan national. Les étrangers sont très largement minoritaires. Oui, alors il faudrait se poser la question de savoir ce que signifie le mot français lorsqu'on sait qu'on a donné la nationalité automatiquement, juridiquement, ces personnes sont françaises. C'est toute la question de la situation de la France par rapport à l'immigration. Il est évident qu'une grande partie de gens sont des Français de papier. On leur a donné la nationalité sans vérifier s'ils parlaient le français, s'ils avaient nos codes sociaux, s'ils traitaient... Mais ils ont la nationalité française. Eh bien, c'est l'un des problèmes que nous affrontons aujourd'hui du fait de la politique désastreuse de la gauche. Quand j'entends M. Fillon faire des déclarations sur le racisme anti-français, il devrait se poser la question comment lui, qui n'a rien fait sur les sujets de l'immigration et sur le sujet de l'insécurité quand il était Premier ministre, de la même façon quand il s'en prend aux magistrats de gauche, il avait qu'à réformer l'École nationale de la magistrature. Bon, il ne l'a pas fait. Alors voilà, c'est tout le problème de cette campagne électorale, c'est que tout le monde parle à front renversé dans les partis traditionnels pour faire oublier qu'ils ont été au pouvoir. Juste en 30 secondes, vous êtes candidat sur la 3e circonscription de la Sarthe. C'est exact. Mais vous êtes 2 candidats. Il y a aussi Jean-Claude Barlemont, 78 ans, qui se réclame du Front National et qui veut aussi y être. Oui, il veut y être. C'est moi qui ai eu l'investiture. Jean-Claude, non, Jean-Claude n'accepte pas de ne pas être candidat. Nous parlons régulièrement. Il n'est pas certain qu'il maintienne sa candidature. De toute façon, l'expérience politique prouve que toutes les personnes qui sont candidats contre le Front, en général, recueillent 0,5%. Il m'a dit d'ailleurs qu'il appellerait à voter pour moi au second tour, ce à quoi je lui ai répondu, dans ce cas-là, ne sois pas candidat, ce sera beaucoup plus logique.
et pour les électeurs, et ça t'évitera de faire des frais inutiles qui ne se seront pas remboursés. Eh bien, on va suivre ça de très près. Effectivement, les élections législatives, ce sera le 11 et 18 juin. Merci Pascal Bonnat d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, nous nous intéresserons avec des politologues, des chercheurs en sciences politiques du CEVIPOF, du poids que représente chaque candidat à la présidentielle dans notre région. Tout de suite, le journal régional. Très bonne semaine politique.